Je passe à vous, Laurence Blisson, pour le syndicat de la magistrature. Je disais tout à l'heure, et y compris nous, quand nous avons à rendre compte de nos actes devant un tribunal, en tant que journalistes, nous nous adressons aux tribunaux pour défendre notre bon droit en disant « vous êtes les gardiens des libertés ». Ce qui est stupéfiant dans cette histoire, puisqu'il s'agit du droit, est-ce que cette loi atteint le droit fondamental, c'est qu'il y a donc cet avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qu'il faut lire, où il y a tous les arguments juridiques précis, qui parlent quand même, il dit que c'est une loi de surveillance de masse, il dit que justement les contrôles sont insuffisants, elle parle même le risque d'un état panoptique est à prendre au sérieux, elle dit que le contrôle risque fortement de ne pas être effectif, elle parle même d'une atteinte à la séparation des pouvoirs, ce qui est quand même au cœur de la légitimité du droit et du pouvoir judiciaire face au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif. Bref, comment c'est vécu par vous, le syndicat de la magistrature, et plus largement par votre profession? Cette critique de la CNCDH, on la partage très largement et on a fait cette analyse nous aussi sur le déséquilibre de ce texte. On a entendu dire de l'autre côté de la barrière, du côté gouvernemental, du côté de Jean-Jacques Urvoas qui porte ce texte, qu'en réalité on avait une réaction purement corporatiste. C'est une analyse très intéressante de nos équilibres constitutionnels. C'est une analyse très intéressante qui nie donc la possibilité et la capacité pour les juges, qui sont les gardiens constitutionnels des libertés, d'exprimer finalement une analyse sur la question de comment est-ce que ce projet de loi sur le renseignement nie toute notion de séparation des pouvoirs, donne au Premier ministre, à l'autorité exécutive, des pouvoirs de surveillance individuelle sur les personnes sans un contrôle réel. On passe finalement au-delà de cette question. On a vu que de nombreux magistrats se sont exprimés, je dirais de tous bords. On a eu notre expression, nous, syndicale, mais des magistrats spécialistes ont également exprimé leur opposition à ce texte. Il faut bien comprendre les choses, peut-être pour des gens qui ne sont pas familiers avec la question. Quand on reproche à une personne une infraction pénale qu'elle a commis ou qu'elle est sur le point de commettre, par exemple, on est dans un cadre très précis, puisqu'on parle d'une infraction. Un juge doit être là pour autoriser les policiers à utiliser une technique de surveillance comme des écoutes téléphoniques dans un cadre très précis. Encore une fois, et pourquoi est-ce qu'on donne ce pouvoir à ce juge? Parce qu'on estime que dans l'équilibre institutionnel, il est indépendant, c'est lié à son statut, et qu'il suit une procédure qui permet de garantir les libertés. Quand on parle de renseignement, on entend du côté du gouvernement terroriste, terroriste, terroriste. De quoi est-ce qu'on parle? Le renseignement, c'est la surveillance par l'État de citoyens au nom de l'intérêt de l'État, au nom de la protection des intérêts économiques de la France, au nom de la défense de la politique étrangère. Et on est donc dans un cadre qui est beaucoup plus flou. On n'a pas une infraction pénale. On est dans un cadre dans lequel on veut prévenir des menaces ou des risques. Et pourtant, on estimerait légitime que dans ce cadre, bien plus flou, qui ne correspond pas nécessairement à des infractions pénales, ou en tout cas pas à des infractions pénales qui peuvent être réellement caractérisées, à ce moment-là, on pourrait se passer d'une autorité indépendante, d'un juge concrètement, pour que l'exécutif décide d'une mesure de surveillance individuelle. C'est sidérant de penser aujourd'hui une telle chose, et renvoyer au corporatisme, c'est encore une fois une vision qui est intolérable de l'état de droit. On est dans un système où nous, ce qu'on dit, ce projet de loi, il est inacceptable parce que son champ d'application est bien trop large. On a évoqué la possibilité de surveillance des mouvements sociaux, des mobilisations politiques, mais aussi de toutes les contestations des intérêts économiques, des pratiques financières. On est sur des techniques de surveillance qui sont extrêmement intrusives. Il y a les écoutes téléphoniques, il y a la sonorisation. La sonorisation, c'est le fait de poser un micro dans votre domicile, le lieu de votre intimité. Ce lieu qui est déclaré inviolable, sauf exception. C'est important ce que vous dites, c'est pas seulement par le numérique comme ça sur vos ordinateurs, comme si vous étiez sur Google, Facebook, c'est la pénétration physique, clandestine dans votre domicile. Jusqu'à présent, cette pénétration dans le domicile, elle n'était permise que dans le cadre judiciaire, c'est-à-dire quand il y a une enquête sur une infraction pénale grave, et dans un cadre exceptionnel. Sur des réseaux mafieux, par exemple. Sur des réseaux mafieux, par exemple. Mais pas sur la haute délinquance financière, pour l'instant. Alors, effectivement, rarement sur ces questions-là. Ça, c'est un des problèmes de la justice. Alors pourtant, on trouverait quelques preuves là, on devra s'y pencher assurément sur ces questions. Bon, continuez, pardon.
Et on est dans une situation dans laquelle, donc, il va y avoir des pouvoirs extrêmement intrusifs, sans ce contrôle d'un juge, avec, ça a été exposé par d'autres, hein, une commission qui est extrêmement mal nommée par ce projet de loi. Une commission de contrôle, et donc on estime que quelqu'un qui donne un simple avis est une commission de contrôle ? Quelqu'un qui n'est pas là pour autoriser ou interdire, c'est ça le contrôle ? Écoutez, c'est une vision assez étonnante de ce que peut être le contrôle. Mais en réalité, étonnante, pas tant que ça, ne soyons pas naïfs. Ce qui nous a été dit, c'est l'État. C'est donc le Premier ministre. On est clairement donc dans l'État qui n'est plus de droit, qui est simplement l'État... qui n'est plus de droit, absolument. Voilà. Est-ce que on enseigne toujours à l'école de la magistrature Michel Foucault ? Est-ce qu'on parle de l'œuvre de ce professeur au Collège de France, surveiller, punir, etc. Alors, je dirais que sur l'ENM, il y aurait beaucoup à dire. Mais est-ce que vous croisez dans votre formation de magistrat cette réflexion ? Cette réflexion, pour nous, elle est insuffisante sur les techniques de surveillance et sur la logique de surveillance, sur la logique panoptique qui a été évoquée, que vous avez évoquée précédemment. Elle est déjà insuffisante, finalement, dans la construction d'un magistrat. Alors, que dire lorsque on est sur une autorité qui, elle, n'aura pas cette mission constitutionnelle-là, sera composée notamment de parlementaires, et ça, c'est quelque chose que nous, on conteste fortement. On dit il faut effectivement qu'il y ait dans l'autorité juridictionnelle qui contrôlera ces techniques de surveillance, il faut qu'elle soit composée de juges et qu'elle ait une réelle indépendance. C'est ça le cœur de ce sujet. Et il faut effectivement avoir une réflexion plus globale sur ce qu'est la surveillance et dans quelle mesure elle est légitime et dans quelle mesure elle doit être en réalité restreinte à des situations exceptionnelles, à un cadre, à une procédure et à un contrôle réel. Vous disiez des juges indépendants, il faut rappeler que la France est moins exemplaire que l'Italie, où le parquet est indépendant, peut mener des enquêtes, y compris sur les puissances, sans jamais rendre compte. Il est totalement indépendant. Je vous citais Michel Foucault, parce que là, nous sommes face... Le syndicat de la magistrature a plutôt accompagné les combats de la gauche et on voit bien qu'aujourd'hui, un parti de gauche, ça ne sauve pas et que, y compris des parlementaires de droite, sont parfois plus au rendez-vous sur ces questions. Je rappelle juste que ce que nous avons sous les yeux avec cette loi, c'est ce que Michel Foucault appelait la société punitive. Dans son cours au Collège de France de 72-73, il disait, je le cite, c'est ce que vous avez décrit, c'est un système de contrôle permanent des individus, une épreuve permanente sans point de finale, une enquête, mais avant tout délit, en dehors de tout crime. C'est une enquête de suspicion générale et a priori de l'individu qui permet un contrôle et une pression de tous les instants, de suivre l'individu dans chacune de ses démarches, de voir s'il est régulier ou irrégulier, rangé ou dissipé, normal ou anormal. Vous êtes d'accord ? Absolument. C'est d'ailleurs ce qu'on conteste déjà dans les évolutions de la justice antiterroriste. Il y a quelques mois à peine, on discutait au Parlement d'une loi antiterroriste. Une énième loi, il y a eu sans arrêt. On en a une vingtaine au moins. Voilà, une vingtaine en 25 ans, qui ont quasiment toutes été votées sous le sceau de l'urgence, selon des procédures accélérées, comme c'est le cas pour cette procédure-là, avec un consentement qui était finalement suspendu parce que la menace terroriste autorise tout. Et dans cette évolution de la justice antiterroriste, on est déjà dans le fait de saisir toujours plus précocement, au stade de l'intention, des actes qui en réalité ne devraient pas relever du droit pénal et de la procédure pénale. Et là, on voit bien qu'on est dans finalement un discours qui tend à accepter de manière évidente cette logique de détection, cette logique systématiquement d'intervention précoce, peu importe les frais, peu importe le coût social, peu importe les conséquences, on est dans cette idée-là qui est extrêmement dangereuse. Et vous avez rappelé Michel Foucault, je pense que c'est difficile de citer quelqu'un derrière Michel Foucault, mais rappelons quand même que Mireille Delmas-Marty a, sur ces questions-là, professeur au Collège de France, a notamment dénoncé ces dérives qui existent d'ailleurs dans d'autres domaines, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, mais on a parlé par exemple des renoncements socialistes ce soir, vous avez parlé de la ministre de la Justice, je rappellerai que la rétention de sûreté, qui est dans cette logique de détection, alors même qu'une personne sort de prison et on suppose sa dangerosité pour continuer à l'enfermer, c'est cette logique-là qui est à l'œuvre, celle de la détection de la dangerosité, qui est en train de pervertir notre système et notre état de droit. Merci Laurence Bilisson.